Donc Nicolas, c'est le fondateur et le directeur, euh, je ne sais pas comment, d'une association, ouais, qui s'appelle Yes We Camp. Vous allez voir, alors je sais que tu as plein d'images, donc les images vont aussi beaucoup éclairer ton action, qui est vraiment là une structure qui transforme la ville depuis un certain temps maintenant, une dizaine d'années. Vous venez de fêter vos 10 ans, je crois. Et c'est des projets qu'on aime beaucoup et où l'art a toute sa place et où tout ce qu'on vient de décrire finalement peut totalement se... Moi j'imagine que sans dévoiler ce que tu vas nous raconter, mais j'imagine que tu peux te retrouver dans pas mal des choses qui ont été dites depuis ce matin. Je te donne la parole Nicolas et j'espère que vous aurez aussi des questions peut-être ou des envies de participer. Là c'est le moment de la digestion, je sais qu'on est un peu... mais tu vas nous réveiller tout ça. Merci beaucoup, Gaël. Et oui, effectivement, j'aurais presque pu commencer par la manière dont Maxence a terminé avec cette citation d'Evor sur le fait de disposer les formes par rapport à la lumière et d'avancer par test et par expérience. Donc merci beaucoup pour l'invitation. En plus, ça m'a touché particulièrement parce que moi, j'ai grandi ici au Havre. J'ai passé les 10 premières années de ma vie. Le week-end, j'allais sur les porte-conteneurs avec mon père. Et je me souviens d'escalader enfant les pentes du volcan. Voilà, mais je pense que c'est quand même pas pour cette raison que vous m'avez proposé de venir. Je suis là pour vous parler de Yes We Camp. En français, on pourrait traduire par Oui, nous habitons. Et je vais vous raconter des petits morceaux de notre histoire en espérant que ces brides de récit soient un témoignage qui vous engage à avoir envie de prendre davantage part à l'évolution du monde. Moi, ce que je veux vous partager, c'est mon espoir, ou enfin mon désir que l'on s'éloigne progressivement ensemble de la société de consommation pour aller vers une société moins prédatrice, une société plus épanouissante et davantage maillée, nous tous, les uns les unes avec les autres. Et l'urbanisme est, d'après moi, un moyen qui peut nous aider à accomplir cette transformation. C'est ce que je vais essayer de vous partager et de vous dire pourquoi. Donc, je suis Nicolas Détry, j'ai fait partie de ceux qui ont monté Yes We Camp il y a 10 ans. J'assure la direction de cette structure et effectivement, c'est quand Marseille était capitale européenne de la culture en 2013 que nous sommes nés, c'était il y a 10 ans. Et Yes We Camp, si j'essaye de le dire en une phrase, Yes We Camp utilise des espaces disponibles pour faire exister des lieux vivants. Et ce qui compte, c'est que le but, c'est de révéler nos capacités collectives, on va en parler, nos capacités d'invention et de solidarité. De manière assez pragmatique, notre structure juridique, c'est une association, loi 1901, ce qui permet d'être la propriété de personnes. On a à peu près 80 salariés. Bon, ça fluctue parce qu'on a une activité très nomade, des centaines de membres. On gère plusieurs lieux et on opère aussi de manière souple sur des interventions dans différentes villes en France. Et on a monté il y a quelques années un diplôme universitaire qui s'appelle Espace commun. Donc pour commencer, je voudrais commencer de manière très charnelle, très incarnée, en vous présentant toute une série de situations. Je ne vais pas raconter les projets, mais je voudrais vous partager des scènes de vie. Ici, on est à Venise, dans une caserne militaire abandonnée. Et en quelques semaines d'un grand chantier collectif, on a créé des douches, une cuisine, un bar, des dortoirs et des hébergements sous tente. C'était pendant la Biennale de Venise en 2018. Là, c'est un village dans les Cévennes. Un jour, le maire nous a passé un coup de fil. Bonjour Yes We Camp, je vais perdre ma licence 4. Et si je la perds, je ne pourrai pas réouvrir mon bistrot. Alors venez si vous voulez, je vous prête une grande maison. Vous venez cet été, vous recréez de l'activité dans mon bar, qui fait aussi restaurant, épicerie locale. On y a passé 2 mois, puis un repreneur a pris le relais. Le beau bout des Cévennes, c'était à Saint-Martin-de-Boubeau. Ici, c'est un terrain vague au croisement de plusieurs grandes cités dans les quartiers nord à Marseille. C'est vraiment très grand, hein, ça fait 16 hectares cet endroit. Et les principales pratiques qui existaient avant qu'on arrive, c'était des promenades canines, du motocross illégal. Et après quelques années de soins et d'aménagement de cet espace, eh bien, ce terrain assez sauvage est progressivement devenu un espace collectif paisible, un parc en fait, mais pas un parc municipal, plutôt un parc participatif qui s'est fabriqué au fil d'heures et d'heures de discussions, de rencontres et d'échanges. La journée, le soir, le week-end. Ici, on voit un groupe de jeunes de la Castellane qui avaient perdu l'accès à un garage où ils faisaient de la boxe. On a construit ensemble des rings de plein air avec les femmes de la cité du Plan d'Ao. C'était pas la boxe, c'était plutôt ce qui les intéressait, c'est d'avoir des fours
Donc on a construit 2 fours, un au-dessus et un souterrain. Puis on les a abrités du soleil et de la pluie. Une autre famille est arrivée. Le père était maître d'arts martiaux, avait le projet de monter un ranch. Et on a eu jusqu'à une trentaine de chevaux sur le site. Là, on est toujours à Marseille. On est dans une cuisine, comme vous le voyez. C'est une assez grande cuisine. C'est une cuisine professionnelle. En fait, c'était une auberge de jeunesse qui a fermé. On l'a récupérée il y a quelques années. On accueille aujourd'hui 70 femmes et enfants qui étaient à la rue. Donc techniquement, réglementairement, c'est un foyer d'hébergement d'urgence. Donc on a des financements de l'État pour ça et il y a toutes les règles qui s'appliquent, dont la règle qui dit que les repas doivent être produits par les filières professionnelles. Mais nous, on fait un peu différemment. On s'organise ensemble pour que ce soit les femmes qui cuisinent elles-mêmes, accompagnées par nous, nos équipes de cuisine, et qui puissent partager les repas et puis même pouvoir parfois les vendre dans des activités traiteurs, dans des journées portes ouvertes qu'on organise à l'auberge. Là, on va à Paris. Vous voyez le bitume par terre. Ce bitume, c'était les voiries de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, puisque là, c'est tout un ancien hôpital, donc avec les différents bâtiments et ces espaces entre les deux. Et en fait, là encore, par des interventions assez frugales en termes financiers, mais significatives et artistiques, tout cet espace de voirie est devenu un parc avec des enfants, avec des familles, avec des marchés, avec beaucoup d'événements. On a fait un camping aussi, permettre les nuits les moins chères de la capitale. Et ce camping dont les cabanes ont été construites avec la participation de personnes qui ont vécu à la rue et qui étaient hébergées dans les anciennes chambres de cet ancien hôpital. C'était quand même par de 400 anciens SDF et 400 travailleurs migrants avec un foyer Coalia. Donc 800 personnes qui habitaient dans cet espace pendant plusieurs années. Et lui qui était résident, il nous voyait bricoler, il nous a dit moi je sais fondre du métal. Et puis très bien, il a organisé des ateliers tous les samedis avec beaucoup de succès. Là, on pourrait croire à un club de Scrabble. Effectivement, c'était ce que c'était certains samedis dans la journée. Mais après, dans cette grande pièce qui était l'ancienne lingerie de l'hôpital, le soir, on poussait les tables. Et dans ce même endroit, c'était fanfare, karaoké. Et grosse fête, en terminant jamais trop tard, parce que comme il y a 800 personnes qui vivent ici, on terminait à minuit au plus tard. Et pendant le Covid, après, il y a plein de gens qui sont venus à la porte en disant je suis sûr qu'il doit se passer des choses ici. Est-ce qu'on peut aider ? Et effectivement, on a monté toute une chaîne de production alimentaire et de distribution et on a compté, on a approché la production de 100 000 repas pendant les 3 mois du premier confinement. Je continue le voyage. Ici, on est à Martigues, donc ville industrielle, ouvrière, qui moi, me fait penser d'une certaine manière à la ville du Havre. Là, on voit le soleil est plutôt bas, hein, c'est la fin de journée. Et toute cette journée-là, on a fabriqué ce que vous voyez au milieu, c'est un grand radeau. On est dans un quartier, un des quartiers populaires de Martigues. 8 week-ends de suite, chaque quartier un radeau. Et ensuite, quand les 8 radeaux étaient prêts, des 8 quartiers différents, on a lancé la grande parade, une grande parade sur l'eau, sur l'étang de Berre. Ici, c'est un dispositif qui s'appelle accueil de jour. Donc, c'est un endroit qui en fait est ouvert à la journée. C'est pas de l'hébergement d'urgence, c'est pas ouvert la nuit. Mais les personnes qui en ont besoin, on est à Paris là. Donc c'est principalement des personnes en parcours d'exil. Elles peuvent venir et puis se reposer, se laver, manger, se faire couper les cheveux, recevoir une aide administrative. Et le soir, au lieu de fermer, on laisse ouvert et il y a toute une série de programmations qui s'organisent après l'aide sociale avec des ateliers, des conférences, des moments festifs. Marseille encore, ça c'était notre naissance en 2013. Donc là on voit c'est les voisins de l'Estac. Qui souvent, eux, ils travaillent dans le BTP et une fois leur journée terminée, ils venaient nous aider à fabriquer notre mini-ville éphémère qui a été notre projet fondateur. C'était donc à ce moment-là de notre naissance sur un terrain du port où on a pu fabriquer une capacité d'hébergement de 200 places qui a vécu, qui s'est construite collectivement, qui a été animée collectivement et qui a vécu pendant 8 mois l'été 2013 en accueillant des riverains, des touristes et des artistes. Voilà, c'est facile, vous reconnaissez l'Arche de la Défense, notre quartier d'affaires, les sièges sociaux, les grands groupes, le CAC 40. Et vous voyez peut-être aussi en bas à gauche, là il y a une petite structure en métal, c'est un sauna à feu de bois en accès libre. Et tout cet endroit, c'était un terrain pollué qu'on nous a mis à disposition. Souvent, c'est pas pour rien qu'on nous met les endroits à disposition, c'est qu'ils sont quand même des problèmes. Donc lui, il était pollué, mais on a couvert d'une bâche. Puis on a fait venir des centaines de camions qui sont venus nous apporter les terres qui étaient extraites
de la construction des stations du métro, là, du Grand Paris Express. Et puis, on a planté des arbres dont certains vont être utilisés ensuite sur les parvis des gares du Grand Paris Express avec les habitants, avec les écoles. Et cet endroit est devenu et est encore une sorte de grand jardin, un jardin urbain. Bon, je pourrais vous en raconter encore beaucoup d'autres, vous dire nos parades à vélo, les résidences artistiques sur les toits, les pizzas collectives des enfants qu'on fait dans la rue, les bâtiments aussi que l'on construit, les artistes émergents que l'on programme. Et bon, je m'arrête. Je m'arrête pour essayer de se poser cette question ensemble et de se demander qu'est-ce que toutes ces situations ont en commun. Et d'ailleurs, j'aurais été curieux si on avait le temps de demander un peu à chacun d'entre vous de répondre. Et voilà, entre jardin collectif, hébergement d'urgence, accueil de jour, programmation artistique, chantier et cuisine, fête, qui sont des situations différentes dans des villes différentes, qu'est-ce que vous avez ressenti de commun? Moi, je peux vous dire ce que je ressens et pourquoi je suis touché, pourquoi je me sens engagé dans la production de toutes ces situations. Il y a d'abord quelque chose qui relève d'une forme de liberté, comme si les carcans tombent et disparaissent. Je ressens aussi une forme de puissance, de pouvoir d'agir, d'empowerment, comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique. Je vois du collectif à chaque fois, du lien, de la force partagée, dans une forme de bonne ambiance qui, je pense, se respire à travers ces différentes images. Et puis enfin, quelque chose qui relève de la confiance, de l'invitation, de l'accueil. Et, et cet ensemble, c'est ce que j'appelle capacité collective. C'est ce qu'on est capable de faire. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, une fois qu'elles sont posées, là, c'est de regarder leur contraire. Et toutes ces situations vécues, au final, là, de capacité collective, elles ont à mes yeux la grâce d'être des antidotes aux tourments contemporains que l'on peut nommer entrave, sentiment d'impuissance, isolement, défiance. T'en parlais à l'instant, Gaël. Je vous montre autre chose, c'est tout simple, ce petit schéma là au milieu, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est ce qu'on appelle la zone de confort, là, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce qu'on sait faire. Et après tout le jaune là, ce beau jaune vif de cette couleur joyeuse, c'est tout ce que nous pourrions faire, il nous manque pas grand-chose pour nous pousser là, avec peut-être plus de confiance, de soutien collectif, un peu de panache et créer ce pouvoir d'agir. Et c'est justement ça, la mission secrète de Yes We Camp, c'est de révéler cet arc jaune, là, ces capacités d'invention et de solidarité dont on estime que nous sommes tous capables. Et pour accomplir cette mission, on a un outil du tonnerre, c'est que nous fabriquons des lieux. Des lieux, là, toutes ces situations qu'on a vues en photo, elles ont aussi en commun de se passer dans des lieux que nous gérons avec Yes We Camp et nos partenaires. Donc c'est des lieux qu'on a pensés, qu'on a imaginés, qu'on a qualifiés, qu'on a transformés, toujours de manière partenariale, on ne fait jamais tout seul. Et aussi ce qui se passe, donc on existe depuis 10 ans, tous ces lieux-là, ils nous ont été mis à disposition de manière gratuite. Quand on connaît le coût d'accès à l'espace, les bureaux, le logement, c'est quand même déjà en soi une belle réussite d'avoir de l'espace gratuit dans des cœurs de ville. Et voilà. Et après, la condition de cette gratuité, c'est que ce sont des mises à disposition qui sont limitées dans le temps, quoi. Un jour, elles ont une fin. Et c'est pour ça que notre pratique est nommée par certains observateurs d'urbanisme temporaire ou urbanisme transitoire. Et donc, dans ces lieux, on est évidemment toujours en France, hein, soumis aux lois de la République, mais quand même, il y a un effet mini-monde qui se crée et où on sent qu'on peut intervenir, agir de manière un peu différente. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir modifier les formes de l'espace de telle manière à ce qu'elles produisent une attitude collective différente qui nous permette aussi de travailler la question des règles. Et les communs, vous savez que la commun, c'est les fabriques des règles. Il y a une ressource. Et parce qu'on a identifié que c'est une ressource rare et qu'on est plusieurs à avoir besoin de l'utiliser, on est une communauté d'usagers qui a besoin de produire des règles pour maintenir la ressource. Donc nous, c'est pour ça que d'ailleurs notre diplôme universitaire s'appelle Espace commun, pour se dire que c'est cette ressource. Donc quelques exemples de ces lieux. Tout à l'heure, vous avez vu ce qui s'y passe avec les photos, mais pareil, en passant un peu vite. Donc là, c'est le site des Grands Voisins à Paris. C'est quand même 3,4 hectares qu'on a eu gratuitement pendant 5 ans dans le quartier bourgeois du 14e arrondissement de Paris. On a utilisé 22 000 m² bâtis et 15 000 m² d'espace extérieur. Là, le grand terrain vague à Marseille, là-bas, vous pouvez assez bien voir qu'autour, les infrastructures urbaines, le centre commercial, les autoroutes, les cités, les fameux 16 hectares tout en pente sur lesquels on est resté engagé pendant 6 ans.
jusqu'à se faire planter par la mairie. Pardon, ça faudrait pas me dire. Là, toujours à Marseille, un projet qu'on vient de clore. On est passé 6 ans, 4000 m², juste à côté de la gare, avec de l'hébergement d'urgence, 80 places, une quarantaine de structures artistes, artisans qui étaient installés, et une super cantine engagée, solidaire et très, très festive, avec une grosse programmation culturelle et des liens qui se sont créés dans ce quartier populaire de Belzins. Ici, c'est Venise, la fameuse caserne militaire où on a passé quelques mois lorsque nos amis de l'agence d'architecture Encore Heureux étaient les commissaires de la Biennale, qu'ils avaient nommé lieu infini. Infini dans le sens non fini presque, enfin infini dans leur ambition, mais aussi il faut que les choses soient pas complètement finies pour avoir encore la place de déployer ce qui jaillit et ce qui naît. Notre joli jardin à côté de la Défense, vous le voyez, il est là au milieu des chantiers des nouvelles gares. Un bâtiment de 10 000 m², donc assez colossal, qu'on a eu pour une durée trop courte. Je ne suis pas sûr qu'on le refasse à 18 mois, c'était un peu court, mais on a accueilli un centre de formation de la Croix-Rouge et plus de 300 artistes qui ont investi les lieux pendant cette période. Ça, c'est assez beau. Bon, c'est à Paris, j'en ai pas encore parlé, mais c'est la dernière grande opération d'aménagement urbain de la ville de Paris. Et dans le contexte d'incertitude qui existe aujourd'hui, entre le coût des matières premières, puis là, il y a aussi que c'est un terrain SNCF qui ils sont pas d'accord avec la ville de Paris sur le prix de vente. Donc, on sait que ça va prendre des années avant qu'il ne se passe quelque chose. Et nous, ce qu'on dit à l'aménageur, c'est le gros budget, il y a 25 millions d'euros qui sont prévus pour faire un parc. En fait, au lieu de dépenser quand tout le monde sera d'accord dans 10-15 ans, peut-être qu'on pourrait avoir des premières tranches de financement pour que ce soit un déjà parc. En fait, si c'est déjà ouvert et qu'on peut y aller et qu'il y a une vie collective participative, on remplit déjà cette fonction d'usage social que la ville de Paris inscrit dans son plan d'urbanisme. Voilà, les Amars, c'est l'accueil de jour. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait 3 ans qu'on est là, avec l'association Aurore qui gère l'accueil de jour. Nous, on gère les lieux, on ne gère pas directement le travail social. Il y a une entreprise qui a gagné un concours d'urbanisme et qui a un bail de 50 ans et qui en fait nous demande de rester, que l'accueil de jour continue. C'est un opérateur de logistique urbaine, il y aura plein de bureaux, il y a 6000 m², ça coûte 40 millions d'euros de faire les travaux. Mais derrière, nous, on sera encore là, ils nous demandent d'être là pendant 50 ans, donc ça reste du temporaire, mais c'est du temporaire de 50 ans. La fameuse auberge marseillaise avec l'hébergement d'urgence de femmes. Et là, un peu en teasing, je ne suis pas sûr que ça se passe, mais c'est la plus grosse caserne militaire à Marseille. Elle est juste à côté de la gare, dans le quartier de la Belle de Mai, quartier très populaire. Et c'est possible qu'on obtienne cet espace pour une durée de 6-7 ans. On est en coportage avec la Fondation Abbé Pierre sur ce projet. Donc voilà, vous parlez un peu de méthode, du coup, après, comment ça se passe quand on intervient. Il y a tout le temps de montage, donc il faut avoir la mise à disposition des lieux. C'est beaucoup d'échanges, ça ne s'obtient pas. Après, quand on a le lieu, ça paraît facile, mais il y a ce travail préalable de conviction et de confiance. Ensuite, on monte le groupement partenarial. Typiquement, là, sur la caserne, donc je vous dis, on est avec la Fondation Abbé Pierre, mais on voulait aussi que la place des habitants soit structurellement intégrée et ne pas faire comme la mécanique des équipements culturels au XXe siècle où on crée un temple, un lieu, une prog et après on recrute quelqu'un en direction des publics pour essayer d'avoir les gens du coin qui viennent. Donc à la source, au moment de la conception et de la genèse, il y a déjà cette participation très ultra locale. Donc on crée un groupement partenarial, on réfléchit ensemble au programme. Le programme il s'adapte en fonction des besoins du contexte, du quartier, du territoire, mais il s'adapte aussi en fonction du bâtiment. Sur celui qu'on vient de fermer là, à Marseille, les 4000 m², on sait que l'échelle des pompiers elle peut aller que jusqu'au 2e étage, donc on met de l'hébergement au 1er et 2e étage. Au 3e étage, on met des bureaux, c'est aussi la taille des escaliers. En fait, on s'adapte dans une logique d'économie de coûts pour faire des travaux minimum. C'est un peu l'écologie de nos projets. S'il fallait dépenser beaucoup d'argent pour rester seulement 3 ans, il n'y a pas d'écologie. Donc il faut que le coût d'investissement, nous on sait qu'on essaie de le limiter à 20% de tout le coût global du projet quand on prend investissement et fonctionnement. Donc pour cela, il faut être assez malin et que tout en restant dans les normes, être capable, une salle, si elle fait 250 m² et qu'elle sera en ERP 4e catégorie, en fait on va faire un stockage de 50 m², comme ça la salle, boum, elle est sous 200 m², on reste en 5e catégorie et on n'a pas besoin de payer un système sécurité incendie qui coûte plus cher. Voilà, donc on s'adapte, on a des bons architectes qui arrivent à faire ça, et puis après, quand les bâtiments sont grands, ce qui est bien, c'est qu'il y a encore de la place, il y a toujours de la place, donc on ouvre, on lance un appel, et celles et ceux qui souhaitent prendre part à l'aventure peuvent se proposer, et puis c'est comme ça qu'on peut être des centaines de structures à cohabiter dans des endroits. Donc ça, après, c'est la vie du projet, le lieu il est ouvert, il y a tout un système de gouvernance partagée qui se met en place.
Très important aussi, on gère toujours les cantines, les bars. C'est vraiment l'endroit de l'accueil par excellence. L'alimentation, c'est ce qui lie. Et quoi de mieux que comme comptoir d'accueil pour expliquer le projet que d'aller prendre un café ou un verre. Donc ces lieux-là, dans leur cycle de vie, à un moment, ils produisent énormément de services quotidiens. Ce qui est beau, c'est quand les choses jaillissent un peu d'elles-mêmes. Nous, notre boulot, c'est à la fois de donner cette espèce de liberté, quoi, de sentiment de laisser faire, mais tout en étant capable d'assurer une direction éditoriale maîtrisée, direction artistique du lieu, et que donc on dit le plus souvent oui, mais parfois il faut aussi être capable de dire non et d'assumer ce rôle d'opérateur central de ces espaces. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu comme un jardin au printemps, il y a tout qui se déploie, le lieu déploie des entrelacs et puis naissent des fruits de coopération qui se construisent au fil des échanges et des rencontres. C'est une approche très artistique au final. Enfin, on fait presque une œuvre habitée. C'est la manière dont nous, et on a beaucoup d'artistes d'ailleurs dans l'équipe, des salariés, là, c'est des artistes en CDI, ils sont contents de ce statut. Et donc les artistes, ils ne sont pas seulement là en résidence et en programmation, ils sont aussi à la source en conception et en pilotage. Et après, il y a une autre boucle vertueuse qui peut se mettre en place, c'est sur la question de la visibilité et de la notoriété, notoriété publique, médiatique, professionnelle, et qui fait qu'il y a plus de monde toujours qui vient et qu'on vient augmenter l'entrelac des rencontres. Et puis un jour, eh bien, il faut partir. Hein, voilà, peut-être qu'un jour, on nous demandera plus de partir parce qu'on dira que c'est très bien comme ça. Mais nous, jusqu'à ce jour, en tout cas, on respecte ces échéances de libération des lieux parce que c'est notre capital de confiance. On n'a pas beaucoup d'argent, pas grand-chose, mais ce qu'on a, c'est cette espèce de notoriété qui fait qu'on continue à nous confier des lieux, à nous et même à d'autres. Donc il ne faut pas rompre ce cycle de confiance. Mais pour autant, les départs, c'est des moments où il y a une forme de deuil. On quitte un quotidien, on abandonne, enfin on fait de fermer des utilités qui existent au quotidien. Mais là où on se fabrique un regard apaisé sur la nécessité de ces départs, c'est sur la conviction qu'il existe un héritage et que nous sommes des acteurs de long terme. Nos interventions tout à l'heure, avant, Marc Vatinet disait on travaille on assume l'éphémère car il produit la métamorphose. Voilà, c'est joliment dit. Je me suis dit, mais dans l'héritage qui perdure au-delà de nos années dans ces lieux, il est d'abord spécifique au lieu lui-même. Tous les lieux sur lesquels nous avons été engagés ont eu un programme futur qui a été modifié par le fait de notre présence. Les grands voisins, là, les 60 000 m² de Saint-Vincent-de-Paul, le programme a changé de manière significative suite à notre présence. Il ne devait y avoir aucun artisanat, aucun commerce. Ils ont gagné 8 000 m² d'activité. Finalement, il y aura de l'hébergement d'urgence, des choses qui n'étaient pas prévues. Et il y aura aussi des dispositifs d'animation du quartier pour essayer de faire vivre cette espèce de bonne ambiance et de cohabitation des usages. Le projet à Marseille qu'on vient de fermer, c'est la ville qui a racheté, alors qu'au début, le bâtiment aurait pu être vendu pour faire du logement privé ou des bureaux. La ville fait racheter par son bailleur social et garde l'intégralité de ce que l'on a proposé en termes de programme en ajoutant quelques logements sociaux. Donc voilà, il y a un tuilage, il y a un héritage programmatique. Il y a aussi un héritage des liens. Quand des structures naissent ou s'assemblent, ou des programmes se tissent dans les contextes favorables des espaces temps de nos lieux, la plupart du temps, ils continuent. Enfin, les gens ne meurent pas, les structures, les entreprises, les assos, elles vont vivre hors les murs. Là, à Marseille, on a créé pendant le Covid toute une mécanique d'aide alimentaire avec plein de partenaires où on récupère la nourriture de la banque alimentaire, on cuisine des centaines de repas toutes les semaines qui sont distribués par des clubs de supporters de l'OM. Bon, bah ça, c'est pas parce qu'on n'a plus Coco Velten qu'on va pas continuer. Donc, on a trouvé d'autres restaurants et on prolonge. On prolonge. Et le troisième héritage, et c'est ma troisième et le dernier point un peu de mon intervention, c'est, là je l'ai nommé héritage témoignage de bifurcation. Alors bifurcation, bon, ok, c'est un mot un peu dur, un peu ingénieur, mais moi je l'aime bien. Bifurcation, c'est quand il y a une fourche, là c'est quand il y a une division en deux branches, il y a deux chemins. Moi ça me parle, ça me plaît parce que ça me fait penser qu'il y a d'autres chemins que celui qu'on connaît et qu'on emprunte ensemble en ce moment. Et je crois que fondamentalement, tous ceux qui prennent part à Yes We Camp et depuis l'intérieur de l'asso et dans les lieux, c'est quelque part pour montrer l'existence, la possibilité de ces autres chemins, donc d'une modification de nos modes de vie, de notre art de vivre, hein, parce que l'art dans la ville, c'est aussi notre manière de vivre, c'est notre art de vivre et une modification de notre système économique et social. Et bon, je crois que je n'ai pas commencé par ça.
mais ça devrait être le début de toute intervention. On a deux très grands problèmes. Le premier, il est très physique, il est très factuel. C'est qu'on grignote la Terre à un point tel qu'on ne peut pas renouveler les ressources que l'on prélève à chaque moment. Là, quand on nous dit en juillet qu'on a mangé la Terre et qu'on rentre dans la deuxième planète, c'est pas une figure de style. Et puis les compteurs, ils se remettent pas à zéro les 1er janvier. Enfin, les choses, elles sont abîmées. On vit en ce moment l'érosion de tout le système vivant, animal et végétal, qui est le support de nos modes de vie actuels. Et j'espère qu'on est tous conscients à quel point ce changement climatique d'origine humaine, c'est quelque chose qu'on va payer horriblement cher. Donc ça, c'est le premier problème, qui est quand même aujourd'hui très bien documenté. Et le deuxième, c'est celui des rapports sociaux. Les derniers rapports prospectifs de la Croix-Rouge Horizon 2030, ils nous alertent sur 3 phénomènes concomitants. Il y a l'isolement des personnes. Hier, là, on participait à Paris au lancement du baromètre de la fraternité. Ils avaient cette petite stat. 55% des Français expriment un sentiment d'isolement et de solitude. Maxence en a parlé juste avant. Donc voilà, l'isolement des personnes, la polarisation des opinions, renforcée par les réseaux sociaux, et la défiance envers les institutions publiques qui sont ce qui nous reste de socle commun. Donc voilà, j'espère qu'on partage collectivement un constat qui serait que l'organisation actuelle de notre tribu humaine à 8 milliards d'individus sur la seule planète habitable connue, c'est une organisation défaillante, donc on est dans une forme d'impasse. Et puis quand bien même on enlèverait le premier, là, quand bien même il n'y aurait pas l'impasse climatique, moi personnellement, j'appellerais de mes voeux à ce quand même on change, parce qu'on s'éloigne de cette société de consommation et d'isolement. Voilà. Et ce que j'aime pardon, avec Yes We Camp et avec nos lieux, nos actions, nos festivals, c'est qu'on révèle concrètement par l'expérience ces autres possibilités. Donc, quelque part, il y a 2 bonnes nouvelles que je retiens à ça. La première, c'est que peut-être il n'y a pas besoin de tant construire. Construire, c'est quand même ça qui abîme aujourd'hui. C'est quand même le problème écologique, il est lié à l'artificialisation des sols, au prélèvement des ressources. Il y a les gaz à effet de serre aussi. Le bâtiment en produit beaucoup, mais avant tout, il faudra arrêter de grignoter la terre. Et quand je vois tout ce qui se passe dans nos lieux, je me dis qu'il n'y a peut-être pas besoin qu'on construise encore tant que ça. Donc ça s'appelle l'intensité d'usage. C'est qu'est-ce qu'on peut faire dans un bâtiment. Quand on voit tous les bâtiments qui sont dans nos villes, ils ont tous une sorte de dette carbone et on se doit de les utiliser au maximum. Et aujourd'hui, il y a très peu de bâtiments qui sont beaucoup utilisés. Tout est sous-utilisé. Les bureaux, il y a plein de logements vacants, il y a plein de bâtiments sous-utilisés, les équipements culturels aussi. Et là, on travaillait un moment sur un indicateur qui serait des sortes de mètres carrés heure. Et un bâtiment, ils pourraient se parler entre eux, ils disent « toi, tu roules à combien de mètres carrés heure ?» Et nous, dans nos lieux, les salles, elles sont utilisées la journée, elles sont utilisées le soir, pendant les vacances, elles sont utilisées le week-end. Le soir, il y a une chorale avec la cloche, là, une structure qui travaille des personnes à la rue. Là, en journée, on peut la louer pour rentrer un peu d'argent et accueillir des groupes, on peut faire une réunion collective. Donc, on a vraiment beaucoup de place pour être capable d'augmenter les usages. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que quand on fait ça, quand on fait de l'intensité d'usage, on se croise davantage. Et dans ces lieux-là où on fait cohabiter toute une série de fonctions différentes, et le fait d'être dans cette cohabitation, je ne dis pas que tout le monde va devenir ami, on a chacun droit à son espace, mais on passe des journées assez enrichissantes, assez épanouissantes. Et voilà, et toute cette société, là, on parle pas mal de fast fashion en ce moment, où on pourrait parler de la fast furniture, les Ikea, fondamentalement, je pense que ce qui nous rend toutes et tous heureux, c'est de partager, c'est d'apprendre, c'est d'accueillir, c'est d'être des belles personnes. Donc, bonne nouvelle numéro 2, on peut s'épanouir sans être dans cette société prédatrice. Et il y a une notion qui est intéressante, là, quand on regarde les rapports du GIEC, il y a toujours quand même un scénario où on n'est pas dans cette fuite en avant et le grand bazar. Et le mot, c'est le scénario de sobriété. Mais en fait, en anglais, le mot, c'est sufficiency, et qu'on traduit donc en français par sobriété. Mais il y aurait une autre manière de traduire sufficiency, c'est satiété. Et c'est peut-être un plus joli mot. Parce que quand on a mangé à satiété, on est bien. On a mangé, mais pas plus qu'il ne faut, mais on est bien. Donc quelque part, nous, on veut produire dans nos lieux des expériences sensorielles vécues dans lesquelles on apprend la satiété dans une forme d'épanouissement. Donc, pour finir, là, j'ai tenté une espèce de schéma qui retirait un peu l'ensemble du propos. Donc, le point de départ tout à gauche, là, c'est un peu intime, hein, c'est les moteurs de chacun. Et tout le monde peut avoir ses perceptions, soit
une forme d'anxiété ou d'inquiétude liée au climat, liée aux questions sociales. On peut aussi le prendre dans l'autre sens, en plus positif, hein, une quête d'altérité, d'engagement, de générosité. Donc il y a ces moteurs, mais en tout cas, ce que ça donne envie, c'est la brique agir. Agir, c'est prendre part, c'est dépasser la posture habituelle où on est bénéficiaire de services qui sont pensés par d'autres, où on est client et consommateur, mais de se dire qu'on peut être coproducteur. L'habitat, effectivement, Max, c'est un endroit, c'est l'espace dans lequel on vit, et on peut tous intervenir dans l'espace dans lequel on vit. Donc c'est cette envie de prendre part, d'aider. Et nous, alors ce que l'on fait, c'est qu'on crée des lieux pour réceptionner les envies d'agir. Donc on y met un peu d'énergie, mais ensuite les lieux, ça fonctionne s'il y a cette boucle vertueuse de l'énergie des autres qui viennent s'additionner. Donc on crée, on crée la capacité collective là, hein, qui a des effets très réels, hein, c'est ultra concret. Hein. Donc c'est l'entraide, c'est l'accueil, c'est l'aide, c'est les personnes qui mangent alors qu'elles n'auraient pas mangé, c'est celles qui parlent alors qu'elles n'auraient pas parlé. Un demandeur d'asile aujourd'hui en France, la durée moyenne pour un premier échange avec quelqu'un qui n'est pas de l'administration, c'est 1 an et demi. C'est ce que nous disent nos collègues travailleurs sociaux. Donc voilà, quelque part, Yescamp, on pourrait s'arrêter là. C'est des lieux qui accueillent l'action pour créer de la capacité collective. Mais fondamentalement, ce qui nous intéresse, c'est la suite. C'est ce qu'on peut apprendre de ces situations vécues. C'est le côté démonstration, preuve par l'exemple, démonstration par le réel que bah oui, on peut accueillir des personnes exilées sans perdre son identité. Et oui, on peut ouvrir au public des espaces vacants, des terrains vagues, pour qu'ils deviennent des parcs participatifs, sans pour autant avoir à dépenser beaucoup d'argent, des coûts exorbitants de mise en sécurité comme ceux qu'on voit dans les stades. Oui aussi, on peut, en dehors des logiques financières habituelles, ouvrir des bâtiments à relativement peu de frais pour qu'ils puissent accueillir des artistes, des associations, des artisans, tous ces acteurs du lien social et qui ont continué, d'ailleurs, pendant les confinements, à exercer leur activité. Et la suite encore, du coup, mais qu'on ne maîtrise pas, hein, mais probablement c'est notre désir, c'est le chemin de bifurcation qui va faire se transformer toute une série de métiers, tous les métiers qui existent en silo, l'urbanisme, l'habitat, l'apprentissage. Voilà, donc là, on se souvient, ça c'est notre petit lieu à la Défense, l'espèce de jardin. Bah, en fait, quand on dézoome, on voit que l'espace est partout saturé. Ça, c'est la ville qui existe. Et la plupart de ces bâtiments, ils ont un seul usage. Donc, structurellement, forcément, ils créent quelque chose de figé, alors que notre conviction, c'est que nous sommes capables de mouvement. Donc voilà, j'avais commencé en disant que l'urbanisme a la capacité de nous aider à sortir de la société individualiste et consumériste. Et bah, dans les pistes, hein, c'est d'avoir beaucoup plus de lieux communs, d'espaces communs, donc des parcs, des écoles EHPAD, des cuisines de quartier. Donc en fait, on peut créer des nouvelles typologies réglementaires dans les plans locaux d'urbanisme, on peut mobiliser les lieux vacants, on peut dépenser différemment tout l'argent des grandes opérations d'aménagement urbain, peut-être arrêter de construire et réhabiliter davantage, augmenter l'intensité d'usage, investir davantage les équipements culturels. En ce moment, nous, on a une mission avec le théâtre de Chaillot qui dit c'est terrible, on ouvre, l'espace est immense devant la Tour Eiffel et c'est ouvert juste avant les spectacles. Donc ils nous disent comment faire pour que tout cet espace, qui est un espace public, hein, et puis là je parlais de dette carbone tout à l'heure, c'est tout en marbre, c'est bien lourd, ça a été construit, enfin, c'est notre héritage commun. Donc comment est-ce que cet endroit peut peut-être augmenter son taux de mètres carrés heure et être davantage utile? Et puis après, une fois que tous ces lieux existent, bah, à charge à nous tous, mais peut-être particulièrement au pouvoir public aussi, d'observer ce qui s'y passe. Et plutôt que de les regarder un petit peu comme des objets totems à l'extérieur, et puis comme on a tous les ans là dans Elle Magazine, le bonbon, les lieux cool où on peut sortir cet été, non, en fait, regarder comment ça se passe et se dire que ces endroits sont ceux qui nous préparent à demain. Merci. Merci Nicolas. Difficile d'enchaîner parce que tu as tellement convoqué de choses justes et qui sont en permanence brassées par un certain nombre d'acteurs et on sent évidemment ta conviction, mais surtout on sent la manière dont vous savez agir et j'en ai fréquenté au moins 2 voire 3 et je sais très bien comment ça s'y passe et moi, je suis très admiratif de cette énergie. Est-ce que, et fondamentalement tu as raison, donc il n'y a pas grand-chose à ajouter. Est-ce que dans le public il y a quelques questions ou pas à poser à Nicolas? Est-ce qu'il y a des projets sur Le Havre? On est venu au Havre plusieurs fois déjà, lors des 500 ans de la ville, on avait fait la signalétique.
de cheminement là, à travers les œuvres. Et on faisait partie il y avait tout un équipage de collègues de collectifs cousins avec lesquels on était intervenus sur le fort de Tourneville. Alors, on prend juste le micro, on vous donne le micro tout simplement parce que comme c'est capté, j'espère que vous le savez, que c'est rediffusé ensuite sur YouTube, sinon on n'a pas votre intervention. Non, c'était juste pour faire suite à la question. On a des espaces type bunker libre pour l'instant qui ne rêvent que d'être occupés par des lieux culturels ou de partage comme vous les avez présentés. Vraiment bienvenue, quoi. En fait, dans l'articulation qu'on doit produire, dans les ingrédients, si on faisait une équation, là, il y a des lieux plus des gens égale de la capacité collective. Et entre les deux, un petit peu de méthode Yes We Camp, quoi. Et après, il y a quand même la construction du modèle économique. Il y a ces lieux, tout cela coûte relativement peu cher quand on les compare au coût de la construction, au coût de la gestion. Nos lieux, ils coûtent, de toute façon, c'est toujours compliqué de dire ça, ils coûtent moins cher. Nos 16 hectares de parc ouvert 24 heures sur 24 à Marseille, ils coûtaient moins cher qu'un centre social. Mais c'est pas, je ne dis pas ça pour dire que les acteurs de l'éducation populaire devraient faire évoluer leur pratique, mais ça coûte pas très cher, mais ça coûte quand même. Donc, les lieux dans lesquels on a réussi à avoir une forme d'autonomie, on est en centre-ville avec des dizaines, voire des dizaines de milliers de mètres carrés, sur lesquels on va demander des contributions aux charges qui sont moins chères que les loyers. Donc il y a un effet vertueux, mais mine de rien, ça nous fait un sacré budget d'animation. Donc comment est-ce qu'on est capable de transposer ce modèle dans des espaces qui sont moins au cœur des tensions foncières donc c'est là où il y a une articulation à trouver entre ce que l'économie qu'on est capable de produire et on y tient et qui va venir autofinancer une partie du modèle, et des financements tiers qui viennent compléter ce modèle. Parce que moi, je ne crois pas du tout à ce que l'on puisse autofinancer ce genre de dispositif. Et je trouve que ce serait d'ailleurs bien dommage, parce que c'est important qu'il y ait autour de la table la puissance publique. Je crois très fort au service public. On a besoin, et on va avoir d'autant plus besoin dans les adversités à venir, d'une institution, d'un service commun qui soit réactif. Et on progresse tous. Nous, au fil de ces situations, on n'a fait que grandir, apprendre, se transformer. Et on a tous droit à ces espaces de transformation, y compris les opérateurs de politique publique qui sont dans les administrations, qui sont dans les groupes politiques élus. Donc on trouve très important que ces lieux qui sont des nouveaux lieux de la cité, qui sont la cité du futur, soient co-pilotés et co-observés par l'action publique. Et donc d'avoir systématiquement des financements publics. Donc on dépend, pour lancer ce genre d'initiative, de l'implication d'un exécutif municipal. Et c'est vrai que nous, il y a quelques projets, on les a fait en autofinancement, mais c'est surtout pas le message que l'on veut passer. Et quand par exemple, la caserne à Marseille, c'est pas, il y a quand même des travaux à faire, on fixe comme condition d'entrée dans les lieux que la préfecture, l'État et les collectivités locales participent au coût d'entrée dans les lieux, puis à hauteur de 40% du coût de fonctionnement. On ne dit pas de problème, on autofinance à 60%. C'est une manière aussi de garder le centre de gravité de la décision, mais de dire nous comptons sur ces financements tiers à hauteur de 40%. Et si ce n'est pas des financements publics, ça pourrait être des financements privés, donc du mécénat, de la philanthropie. Aujourd'hui, on n'a jamais été vers ces financements-là. Aujourd'hui, on s'ouvre et on va lier des nouvelles discussions pour essayer de voir si ça serait possible, et de se dire, voilà, si nous sommes ensemble, la société, elle est composée par des individus, par des institutions et par le monde entrepreneurial qui peut, de manière sincère, avoir envie de prendre part aux dynamiques de transformation. Donc il y aura toujours la question de la propriété et du modèle économique. Nous, on est toujours intervenus hors cadre de propriété. Quelque part, du coup, ça veut aussi dire que ça ne bénéficie à personne. Il y a une forme de beauté du geste. Après, ce n'est pas une très bonne tactique en termes économiques pour nous, parce qu'à chaque fois qu'on sort d'un lieu, on n'a pas de fonds de commerce, on n'a rien, on sort, la sortie ça coûte et on sort presque plus désargenté que quand on est arrivé. Mais ça montre aussi que la propriété, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Elle est trop accaparante aujourd'hui. Quelqu'un qui possède un lieu, il peut le transformer. À Marseille, sur le Haut-Panier, il y a un grand endroit, c'était l'Hôtel Dieu, ça faisait des centaines d'années que c'était un hospice, et là d'un coup c'est racheté par accord, ça devient un hôtel de luxe.
et on ne peut plus y aller. Et donc, c'est comme si on avait oublié une sorte de servitude, une continuité de services communs qui pourrait exister du fait que ça a existé pendant plusieurs siècles. Et sur le terrain, le magnifique terrain à Marseille, c'est peut-être mon projet le plus fort, je trouve, de Yes We Camp. C'est un terrain privé et on a fini par se disputer par le propriétaire. On est parti. Et sur ce terrain-là, il avait acheté 300 000 euros. Nous, on a dépensé 1,6 million. Et on a créé une identité, un patrimoine immatériel, des usages. On en a fait un parc public. Et en fait, dans le droit, aujourd'hui, on perd et on doit partir. Donc, comment est-ce qu'on est capable, parfois, d'avoir des mécanismes de portage foncier qui permettraient de faire valoir davantage l'usage et l'intérêt collectif plutôt que je possède, j'ai droit. Merci beaucoup, Nicolas.